Commission reprend ses travaux. Elle nous fait plaisir d'accueillir les représentantes de l'Organisation pour les droits des femmes du Québec. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Alors, je vous cède la parole. Comme vous savez, c'est 10 minutes de présentation, mais je vous invite d'abord à vous présenter. Alors, la parole est à vous. Merci. Parfait, merci. Nous vous remercions pour cette invitation. Je me présente. Je m'appelle Alexandra Hull. Je suis accompagnée de Michel Sirois et de Athéna Davis. La question des mères porteuses nous tient à cœur, car la mission principale de Pour les droits des femmes du Québec, aussi appelée PDF Québec, est la défense de la dignité des droits des femmes. Avec les grossesses pour autrui, auxquelles nous nous référons avec l'acronyme mieux connu de GPA, c'est aussi la défense des droits des enfants qui nous préoccupe. Nous avons tous vu ces articles dans les médias qui se plaisent à raconter les histoires de couples populaires ayant choisi la GPA plutôt que l'adoption. Le journal La Presse révélait cette semaine que cette industrie génère des milliards de dollars et est en expansion. L'industrie de la GPA est un commerce international qui rémunère des mères porteuses influenceuses sur les réseaux sociaux. Celles-ci font la promotion d'un soi-disant mode de vie très glamour des mères porteuses auprès d'un public de jeunes femmes influençables au Québec et ailleurs. Rares sont les médias qui vont voir la réalité des mères porteuses géorgiennes, ukrainiennes, colombiennes ou kenyanes. Elles n'ont pratiquement pas le droit de critiquer ou dénoncer les problèmes de l'industrie. Elles sont réduites au silence par des clauses de leur contrat. C'est sur les réseaux sociaux qu'elles prendront la liberté de documenter leur vie de mères porteuses. Elles s'exprimeront sur les ravages des traitements médicaux qui leur sont imposés, de l'impact psychologique de l'abandon de leur bébé et sur les situations de harcèlement qu'elles vivent au quotidien de la part des clients qui commanditent le bébé à naître. Pourquoi le marché de la GPA existe-t-il? La réponse réside dans le désir d'avoir des enfants qui ont un lien génétique avec le père. C'est en réalité une idée aussi vieille que le patriarcat. On désire des enfants pour assurer sa descendance. C'est la même idée que la série télévisée Des Servantes écarlates, mais avec l'aide de la technologie. Du désir d'enfant, on glisse facilement vers le droit à l'enfant, même si tout le monde s'en défend. En effet, les gens ressentent une véritable compassion envers les personnes ou les couples qui souffrent du fait de ne pas avoir d'enfants. Le lobby de la GPA milite actuellement pour faire reconnaître le concept d'infertilité sociale. De cette façon, la GPA serait le remède à cette infertilité. L'article 541 du Code civil du Québec a été inscrit dans la loi par Gilles Rémillard, ministre libéral de la Justice et juriste reconnu. Il disait « Ce que nous voulons faire respecter comme principe, c'est qu'on ne peut pas vendre son corps pour la gestation pour faire un enfant. » Présumer un droit à l'enfant est porteur de dérive vers une marchandisation des êtres humains. Nous sommes, nous aussi, touchés par l'infertilité et les souffrances que celle-ci peut causer. Cependant, le désir des uns, aussi valide qu'il soit, ne peut pas avoir comme conséquence la transformation de l'enfant en objet plutôt qu'en sujet. Nous vous invitons à voir la réalité de la GPA en visitant le site Web d'une agence de procréation assistée. On peut y passer une commande d'un enfant dont les caractéristiques sont choisies, une sorte d'enfant à la carte, et on ajoute le produit sélectionné au panier comme une marchandise. Nous vous invitons aussi à prendre connaissance d'exemples réels des dérives de la GPA dans les pays qui ont tenté de l'encadrer. Les cas d'enfants commandés et remis à des criminels et des pédophiles. Des exemples de commandes de multiples enfants, 12, 21, voire plus. Des cas d'enfants abandonnés en orphelinat parce qu'ils ne sont pas conformes aux attentes des clients. D'ailleurs, en 2018, la moitié des enfants en orphelinat en Ukraine étaient des enfants rejetés de la GPA. Si nous inscrivons dans la loi le principe d'un contrat notarié pour obtenir un enfant, nous acceptons que l'enfant soit un objet de contrat. Il faut maintenir la nullité de tout contrat qui tenterait d'établir par une entente entre adultes l'obtention d'un enfant. PDF Québec se propose d'inscrire clairement dans la loi québécoise que le droit à l'enfant n'existe pas, n'a jamais existé et ne souffre d'aucune exception. PDF Québec propose de maintenir l'article 541 actuel, propose des bonifications de cet article pour protéger les enfants et les femmes des dérives les plus flagrantes de la GPA et propose un moratoire sur toute disposition législative ouvrant la porte à la GPA. Nous sommes convaincus que le ministre a véritablement l'intérêt de l'enfant à cœur. Malheureusement, dans le cas de la GPA, il nous semble qu'il considère l'intérêt de l'enfant seulement quand celui-ci a été remis à ses commanditaires, ces étrangers qui se disent ses parents. Notre mémoire expose la réalité de l'industrie de la GPA. C'est une industrie transnationale qui met de l'avant une gestation qui n'aurait rien à voir avec la maternité.
Les liens entre le fœtus et la mère sont niés. Les psychologues des agences aident les femmes à se dissocier du bébé, au mépris de toute considération pour leur santé psychologique et de l'effet de cette dissociation sur l'enfant à naître. Où est l'intérêt de l'enfant d'être séparé de sa mère à la naissance? Des recherches menées sur 150 000 enfants séparés de leur mère célibataire en Australie dans les années 50 à 80 font un constat de la souffrance vécue par les enfants brutalement privés de leur mère. Un enfant ne comprend pas un contrat, mais il ressent l'abandon. Gabor Maté, un médecin spécialiste dans le traitement des addictions et du trauma, déclare qu'avec l'adoption à la naissance, vous ressentez une peine immense, même si les parents adoptifs sont dans la salle d'accouchement. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment arriver à glorifier la capacité d'une mère de donner son enfant après avoir vécu les années où l'Église au Québec séparait les bébés des filles mères? Le projet de loi 12 adopte le point de vue de l'industrie de la GPA. D'autres pays ont choisi de se battre contre la marchandisation des femmes et des enfants, comme la Suisse qui a simplement inscrit dans sa Constitution fédérale le don d'embryons et de toutes les formes de maternité de substitution sont interdits. Le Comité consultatif sur la réforme du droit de la famille présente la GPA comme un phénomène inéluctable, notamment pour répondre aux problèmes d'hommes gays qui ne peuvent pas avoir d'enfants par un autre moyen. La juriste Suzanne Guillet a posé sa dissidence. Elle voyait clairement, il y a presque 10 ans de cela, les problèmes posés par le commerce international. Elle écrivait « Il apparaît que, peu importe les circonstances, le contrat de mère porteuse serait au-dessus de toutes les lois, vu le droit absolu de l'enfant à sa filiation. La recommandation de l'ajout de « sans autre considération » ni toute autre considération éthique, notamment la commercialisation qui a présentement cours et permettra l'aveuglement de la communauté juridique sur tout ce phénomène de commercialisation. On érige en droit absolu pour tous le désir d'avoir un enfant par tous les moyens mis à leur disposition, car peu importe les circonstances, la filiation de l'enfant sera reconnue à l'égard des parents d'intention. Nous sommes d'accord avec Maître Guillet et nous regrettons que le comité ait choisi la voie de l'encadrement de la pratique, encadrement extrêmement souple qui va ouvrir la voie au GPA commercial. Le projet de loi 12 permettrait à des étrangers d'obtenir des bébés faits au Québec et aux Québécois de se faire des bébés à l'étranger, ce qui va ouvrir la porte à tous les abus du commerce de la GPA. Nous regrettons que le ministre ait choisi d'ouvrir la voie à la GPA transfrontalière. Nous ne sommes pas rassurés par l'affirmation que seuls les États qui auront reçu l'aval du gouvernement du Canada ou d'un ministre québécois pourront être acceptés. Malgré les nombreux scandales rapportés dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande ou le Népal, le ministère canadien des Affaires étrangères collaborait pour aider les citoyens canadiens à obtenir des enfants par GPA dans ces pays. Les organisations internationales, les chercheurs et journalistes d'enquête qui travaillent sur ce sujet écrivent que la GPA transnationale est la négation de toute tentative de régulation et d'encadrement de la GPA par les États. Le Québec et le Canada n'ont en réalité aucun contrôle sur les conditions de production des enfants qui seraient destinés à leurs citoyens. Le projet de loi 12 impose la gratuité alors que ce concept n'est pas applicable en réalité. Les agences encouragent les femmes à demander des remboursements pour une multitude de choses. Le remplacement du revenu est très large, des sommes d'argent transitent par des comptes étrangers, des cadeaux sont faits et, bien sûr, il y a des paiements au noir. Le projet de loi suppose le consentement de la mère lorsqu'elle a une rencontre d'information avec un professionnel et qu'elle signe un contrat. La mère porteuse de l'étranger n'a évidemment pas droit à cette rencontre, mais elle signe aussi un document pour indiquer son consentement. Aucune réflexion n'est offerte sur la possibilité qu'une femme puisse participer à sa propre exploitation ou la possibilité qu'une femme puisse consentir pour l'enfant, un autre être humain pourtant porteur de droits. PDF Québec formule plusieurs propositions pour condamner fermement la GPA commerciale et pour établir des sanctions pour les contrevenants à ce principe. PDF Québec propose de faire une analyse complète de la pratique de la GPA, incluant l'analyse du commerce, une analyse différenciée selon les sexes, une analyse de l'intérêt de l'enfant à être produit sous un tel contrat, etc. Nous pensons qu'il existe en réalité un consensus au Québec contre l'exploitation des femmes et la marchandisation des enfants. Ceci n'est pas une question partisane, mais une question de droits humains. Monsieur le ministre, membre de la Commission et député du Québec, vous êtes le dernier rempart pour la protection des enfants et des femmes du Québec. Nous vous demandons instamment de compléter l'analyse du comité consultatif
et de ne pas précipiter le Québec dans les bras d'une industrie qui exploite la vulnérabilité des femmes et ignore totalement la vie des enfants. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Davis, Madame Hull, Madame Sirois, bonjour. Merci d'être présent à l'Assemblée nationale pour exposer le point de vue de PDF Québec sur le projet de loi 12. De ma compréhension, c'est que idéalement, vous souhaiteriez qu'on interdise complètement la grossesse pour autrui. C'est bien ça? Vas-y, Michel. Est-ce que vous croyez, je vais vous renvoyer une autre question à votre question, est-ce que vous êtes sûr que vous allez contrôler qu'il y aura vraiment, vous avez mis gratuité et consentement, est-ce que vous allez pouvoir garantir aux citoyens que oui, vous avez tous les instruments en main pour garantir la gratuité et le consentement éclairé? Alors, nous, si vous pouvez garantir ça pour les années à venir, on va réfléchir à ça. Mais pour l'instant, Monsieur le ministre, on ne voit pas comment vous allez pouvoir le faire quand, actuellement, le gouvernement canadien a une loi depuis 2004 et il ne peut pas la faire appliquer. Ou il ne veut pas, on ne le sait pas, mais on constate qu'elle n'est pas appliquée. Donc, on a des garde-fous, des clignotants jaunes et oranges qui disent « danger ». Allez-y, allez-y. Oui, parfait. On a aussi constaté que dans les pays qui ont tenté de légiférer la GPA, ça n'a pas plus fonctionné. Il y a quand même des dérives. Par exemple, la Géorgie, c'est légal la GPA là-bas, mais la qualité de vie des mères porteuses est horrible. C'est des femmes qui sont devenues mères porteuses par défaut. Oui, elles consentent à devenir mères porteuses, mais est-ce qu'elles ont d'autres options? Ce sont des femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui ont plusieurs enfants à charge, qui fuient un mari violent. Puis les agences de GPA là-bas leur proposent un logement, puis tout le kit, là. Donc, c'est sûr que même si on essaie de légiférer, il n'y a rien qui empêche à cette industrie-là de se poser comme dans d'autres pays, là. Un des objectifs que nous avons, c'est véritablement l'encadrement, puis justement éviter ce que vous souhaitez éviter vous aussi, soit la marchandisation du corps de la femme. Moi, je me retrouve comme ministre dans une situation où actuellement au Québec, j'ai des enfants à chaque année qui naissent issus d'un projet parental, d'un projet de grossesse pour autrui. Les enfants qui naissent de ces projets-là se retrouvent à ne pas avoir les mêmes droits que les enfants issus de la procréation naturelle. On est dans une situation où ça existe, soit qu'on se ferme les yeux, puis qu'on laisse les choses aller depuis des années et des années. Vous faisiez référence au fait que Gilles Rémillard a mis dans le Code civil en 91 le fameux article qui fait en sorte que les contrats sont nuls de nullité absolue. Mais la réalité a changé aussi parfois. À l'époque, on ne reconnaissait pas les familles homoparentales. Maintenant, c'est reconnu dans notre droit. Alors, la situation change et je pense que le droit doit s'adapter aussi pour protéger les mères porteuses puis protéger les enfants. Puis je suis d'accord avec vous, on ne veut pas des situations qui se produisent comme dans d'autres États dans le monde, où est-ce que les femmes sont considérées comme la marchandise, comme uniquement un récipient. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre un encadrement qui fait en sorte justement que le consentement, il est libre et éclairé, que ça va être présent devant un notaire, c'est lui qui va faire la convention notariée, pour s'assurer qu'il y ait absence de vulnérabilité de la mère porteuse, puis qu'elle puisse avoir l'entière autonomie de son corps. Alors moi, je suis ouvert aux suggestions pour justement protéger les mères porteuses, mais je pense que si on ne vient pas encadrer, si on ne vient pas légiférer, c'est un phénomène qui existe présentement. Alors lorsque vous me dites, pouvez-vous garantir qu'il y aura, que vous serez en mesure d'évaluer le consentement, bien, je vous dirais, les deux chemins que nous utilisons, la voie légale qui est par convention notariée et la voie judiciaire subsidiairement, si c'est pas l'un, si c'est pas l'autre, ce qui se passe actuellement avec le consentement spécial, ça se pourra plus, là. Il y a un verrou des deux côtés. Fait que tout le monde au Québec qui va vouloir avoir recours à la grossesse pour autrui va savoir que si vous ne respectez pas ces paramètres-là d'ordre public, bien, vous ne pourrez pas avoir l'enfant issu de votre projet parental aussi. On essaie d'encadrer le plus possible, justement pour éviter la vulnérabilité des femmes. Mais je suis ouvert aux suggestions pour encadrer davantage.
Vous parlez d'une situation où l'industrie, parce que on voit pour l'instant ce manque des projets individuels, hein, des parents qui rêvent d'enfants, qui s'en vont éventuellement chez un notaire. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'industrie qui est derrière et qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que depuis au moins une dizaine d'années, sinon plus, la stratégie du fait accompli et je dirais le manque de courage des juges qui ont accepté de reculer sur les lois, puis dire, bon, cet enfant ne devrait pas reconnaître la filiation. Ils ont cédé et il y avait une stratégie, c'était évident, la stratégie du fait accompli. Et je trouve dommage que, à cause de ces cas qui se sont multipliés et que les juges ont laissé se multiplier, que le gouvernement n'ait pas mis une fin de non-recevoir à cette pression d'une industrie qui existe à travers le monde. Et pour dire non à la GPA, là, on est pris avec, effectivement, des enfants. Nous, vous avez vu, dans notre mémoire, on avait une solution, c'est-à-dire que les parents qui commandent, des clients plutôt, qui commandent des enfants, ils n'ont jamais eu d'évaluation de leur capacité parentale, comme c'est le cas pour les enfants, les parents pour adoptifs. Mais les seules évaluations qu'il y a, c'est une évaluation financière. On dit les capacités de payer. Alors, s'ils ont une capacité de payer, c'est OK. Nous, on dit que oui, l'enfant a droit à une filiation. Comme tous les enfants, ils ont le droit, ils ne peuvent pas rester comme orphelins. Mais qui sont les meilleurs parents? Les parents qui ont des sous ou les parents qui ont été évalués pour leur capacité financière? Eh bien, ça ne serait une des solutions. Cet enfant, au lieu de dire, vous avez contourné la loi qui disait de ne pas payer de mère porteuse et à l'étranger et ici, il y a des moyens aussi, eh bien, au lieu de ça, au lieu de les récompenser, de dire, ben OK, d'abord, vous avez fait un enfant, c'est la stratégie du fait accompli, eh bien, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être avec la personne qui l'a commandé, qui a passé un contrat, même si le contrat est notarié et qu'on veut appeler ça une convention, c'est quand même un contrat. Et est-ce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant? Nous disons que non. Et c'est surtout pas l'intérêt des femmes qui deviennent un instrument de production. Alors, le consentement éclairé, là, eh bien, on pourrait en reparler, mais il y a beaucoup d'éléments qui montrent que les femmes disent une chose officiellement, et quand elles sont sur leur Facebook, elles montrent qu'elles ont déprimé, qu'elles ont eu un gros choc émotif à laisser l'enfant. Alors, oui, le consentement éclairé. Je comprends votre appréhension. C'est pour ça, puis c'est un sujet très sensible, puis au niveau éthique également, j'en conviens. Sauf qu'on cherche une voie de passage justement pour faire en sorte que on puisse répondre à la réalité aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui naît? Supposons là, que les contrats demeurent nuls de nullité absolue puis qu'on interdirait complètement. On interdisait. On le remettrait à la protection de la jeunesse, l'enfant? Alors, bien, c'est une question que je pose. Je vous donne des cas d'exemple. Des gens qui ont des cancers, qui deviennent infertiles et qui ont recours à une mère porteuse. Et même dans l'éventualité, il y a différents scénarios où c'est de la procréation amicalement assistée. Est-ce que ça aussi, c'est beaucoup des valeurs éthiques? Je comprends votre sensibilité par rapport à la marchandisation du corps de la femme, j'en suis, et c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible dans le projet de loi. Mais la réalité, c'est que Matt Brown, qui est venu tantôt, nous a dit « J'ai fait des milliers de contrats depuis 1984. » Des milliers, à elle seule. Alors, il y a plein d'enfants qui se retrouvent avec pas le droit à la reconnaissance de leurs origines, pas leur filiation. Puis nous, on est là, on sait que le phénomène se produit. Notre capacité d'intervention, elle est légale. Alors, en dirigeant vers des voies bien verrouillées,
pour dire que l'adoption spéciale maintenant, sur consentement spécial, ne sera plus possible, bien, ça force les parents d'intention à avoir un projet parental qui va être encadré. Dans le fond, on est en train, non pas de favoriser, non pas d'encourager la grossesse pour autrui, mais on vient le baliser dans le souci que à la fois la mère porteuse et l'enfant, si c'est un projet qui va de l'avant, ça soit fait d'une façon qui soit éthique, qui soit au vu et au su de tous, et que la mère porteuse ne se retrouve pas dans une situation isolée. C'est ça notre objectif que nous avons. Mais je comprends que vous avez des suggestions pour nous. Peux-tu... Alors, deux choses pour l'encadrement. Il semble avoir plusieurs modèles dans le monde. Il y a un modèle d'interdiction, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, etc., les pays nordiques. Il y a un modèle d'interdiction qui existe. Il y a un modèle d'encadrement. Ces modèles d'encadrement sont plus ou moins souples. Et il y a aussi des États qui ne disent rien, tout simplement. Le Québec semble faire le choix d'un encadrement et de surcroît un encadrement très souple, qui, par exemple, consacre la possibilité d'avoir des mères porteuses à l'étranger. Dès lors, on a entendu les intervenantes avant, dès lors que vous avez des mères porteuses à l'étranger, soyons clairs, nous perdons le contrôle. À l'étranger, ce sont des mafias locales, ce sont des cliniques étrangères, ce sont des groupes étrangers, ce sont des intérêts étrangers. Il y a des femmes migrantes, il y a des femmes prostituées qui sont prises pour les GPA. Il y a toutes sortes de cas de figure. Et avec toute la bienveillance qu'on peut avoir au Québec et notre volonté de protéger les femmes, il est impossible de protéger une mère porteuse à l'étranger pour un législateur québécois. Dès lors que vous ouvrez le projet PL12 à la mère porteuse à l'étranger, on est dans le commerce. C'est pour ça que je dis souple. Si vous vouliez vraiment avoir un modèle d'encadrement restrictif, la première des choses à faire, c'est de ne pas avoir de mère porteuse à l'extérieur du Québec. C'est aussi de ne pas avoir de clients à l'extérieur du Québec. Déjà, ça mettrait un encadrement beaucoup plus strict. Pour revenir à votre question initiale, Monsieur le ministre, PDF Québec comme organisation pense effectivement que la GPA, le concept même de la GPA, qui nie la maternité et qui nie les droits de l'enfant, n'est pas une bonne chose et qu'on devrait l'interdire. Ce n'est pas cependant ce que nous vous proposons dans ce mémoire. Nous vous proposons de garder l'article 541, qui, on le sait, c'est le statu quo actuel, donc il y a des GPA qui se font au Québec sous 541. Nous vous proposons tout de même, il y a trois de nos recommandations qui proposent de bonifier un petit peu 541, et surtout, nous vous proposons de faire un moratoire et de faire des analyses réelles de la situation dans le monde, du commerce, une analyse éthique et non pas juste juridique, parce que nous pensons probablement que le comité consultatif avait le mandat de faire une analyse essentiellement juridique. Nous pensons qu'il faut faire une analyse éthique, à la limite philosophique, sociale, sur le phénomène de la GPA. Un mot sur les familles homoparentales, parce que j'en suis. J'ai adopté ma fille avec ma conjointe à l'époque. Elle est arrivée d'Haïti dans les premiers avions après le tremblement de terre. J'ai bien connu, je suis tout à fait empathique vis-à-vis du désir d'enfant d'une famille qui ne peut pas en avoir. Bon, pour tout vous avouer, j'étais un peu trop vieille aussi pour en avoir moi-même, donc on ne pouvait pas en faire, même si on était un couple de femmes. Et donc, je comprends tout à fait le désir, je comprends tout à fait la souffrance de renoncer à avoir un enfant, ça aurait été très difficile. Nous avons choisi l'adoption, et je peux vous dire sincèrement, je ne suis pas la seule de la communauté homosexuelle, je ne suis pas sûre qu'il y ait une communauté homogène, mais bon, je ne suis pas la seule à dire que je suis contre la GPA. Vous verrez dans notre mémoire que nous vous citons Gary Powell, qui est un homosexuel anglais qui lutte contre la GPA, Susan Hawthorne, qui écrit contre également. Donc ce n'est pas vrai que c'est une demande universelle de la communauté homosexuelle. Nous reconnaissons que certains d'entre nous, oui, font du lobby, et d'autres reconnaissent que c'est une exploitation de la femme et que ce n'est pas acceptable pour l'enfant. Je connais tout du syndrome d'abandon, parce que j'ai adopté une fille.
elle a été séparée de sa mère. Donc, j'ai été formée et informée là-dessus par le docteur Jean-François Chicoine, que probablement beaucoup de gens connaissent ici, Joanne Lemieux aussi, qui est une sommité québécoise sur l'adoption. Je n'aurais jamais voulu imposer une GPA à un enfant. L'adoption est un mécanisme humain pour sauver des enfants de crimes, de catastrophes, de guerres, etc. C'est normal. La GPA, c'est un crime organisé. C'est l'abandon organisé, programmé d'un enfant, par contrat. Et effectivement, là, nous serons contre. Mais si nous faisons un moratoire et un vrai débat dans la société québécoise et de vraies analyses, nous aurons nous présenterons notre point de vue, d'autres groupes présenteront leur point de vue, et nous pourrons, je pense, prendre une décision beaucoup plus éclairée à l'avenir entre interdiction totale, encadrement, type d'encadrement. La suite, on verra. C'est ça qu'on vous propose, de refaire nos devoirs. Je finis en vous disant que le rapport du comité consultatif date déjà d'il y a 10 ans, et je pense que les intervenantes qui ont parlé tantôt disaient qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 10 ans. Des pays qui ont fermé à la GPA, des abus qui ont été découverts. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense qu'on devrait peut-être refaire nos devoirs avant de plonger dans un projet de loi pour changer toute la loi de la filiation au Québec. Merci beaucoup. Il reste quelques secondes. Commentaires? Bien, je vous remercie pour votre présence en commission parlementaire. Vous m'aviez dit, Mme Serrois, on n'a pas été invité sur le projet de loi 2, mais maintenant vous l'avez été sur le projet de loi 12, alors vous avez pu vous exprimer. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Monsieur le député de l'Acadie, s'il vous plaît. Merci, monsieur le... Merci. Oui, monsieur le... Juste une intervention, un point d'ordre, en vertu de l'article 35. Je reste savoir, j'ai l'impression que dire la GPA est un crime organisé et quelque chose comme prêter des intentions indignes à des gens. Fait que peut-être si on mais je pouvait pense juste... que c'était quand même un commentaire général. On n'a pas associé ça à un groupe très, très, très spécifique. Alors, je vais laisser aller. Monsieur le député d'Acadie, s'il vous plaît. Oui, bien, très brièvement, la position de PDF Québec a été exprimée très clairement. Je vous remercie d'avoir été là. C'est très clair. Donc, je n'ai pas de questions, Monsieur le Président. Merci. Alors, monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Oui. Merci pour votre présence. Votre point de vue, je pense, est, par, disons, son originalité, important au débat. Vous parlez souvent de l'intérêt de l'enfant comme étant la chose qui est, au fond, le socle. Hein? Puis je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Puis je pense que tout le monde est d'accord. L'intérêt de l'enfant est l'affaire la plus importante au monde. Comment le définissez-vous? De manière générale? Moi, j'aimerais... Oui, vas-y, Michel. Première chose, je ne qualifierais pas la position de PDF Québec d'originale, mais on est conscient qu'on est à contre-courant. OK? Il y a une différence. On ne cherche pas l'originalité, on cherche justement que les droits des enfants. L'article 35 de la Convention internationale des droits de l'enfant dit que sous aucune forme, un enfant, il ne peut pas y avoir de traite, de vente d'enfants, etc. Sous quelque forme que ce soit. C'est pour ça, nous autres, entre autres, cet article, il est si important, il se retrouve dans notre mémoire. Je pensais que tout à l'heure, c'était à ce à quoi vous faisiez référence par l'article 35. Eh bien, on s'aperçoit que ce ne sont pas les personnes qui sont remplies de bonnes intentions, en plus de désirs et de rêves. On comprend la situation. Sauf que derrière ça, il existe un marché qui est prévu pour 2030, c'est-à-dire d'ici 7 ans, 130 milliards de dollars. Il y a des intérêts énormes en arrière qui sont prêts à aller partout et on voit que tous les pays qui ont ouvert la porte aux étrangers qui sont venus faire des GPA, exemple en Inde ou en Thaïlande, au Népal et autres, eh bien, ça a dérivé. Et les portes se ferment. Quand on dit oui, la porte se ferme parce que les scandales arrivent. Et moi, là, je me dis, est-ce que j'aimerais être associée aux scandales qui s'en viennent? Parce que pourquoi on ferait exception? L'intention est bonne d'encadrer. Je suis sûre de la bonne foi de toutes les personnes qui ont pensé. Mais quand on sait les rapports de pouvoir, les rapports, une industrie qui peut être prédatrice et qui
Prenons l'exemple de l'Inde. Quand les scandales sont arrivés, qu'est-ce qu'on fait? Et on dit, on ferme l'accès aux étrangers. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les entreprises qui faisaient les cliniques et autres? Elles sont allées au Kenya. Ils vont déménager. Mais entre-temps, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont souffrir. Je pourrais finir avec le dicton qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Mais pire que ça... Merci, je vais te céder la parole parce que le temps va... Est-ce que je pourrais juste finir ma phrase? Rapidement. Mais l'enfer, le problème avec les bonnes intentions du projet de loi 12, c'est que c'est l'enfer des autres qu'on est en train de paver. Merci. M. le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Je réitère ma question parce que je pense qu'elle va être cruciale dans le débat de société qu'on va avoir parce que vous affirmez assez solidement à plusieurs reprises, mettons, ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant, ça, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant pour PDF? Bien, je vous répondrai par cette question. Quel est l'intérêt de l'enfant à être séparé de sa mère à la naissance? Une question n'est pas une réponse. Quel est l'intérêt de l'enfant? S'il vous plaît, dans le respect. Oui, allez-y, M. le député Jean Lesage. Exact. Bien, juste... Alors, je vous invite Une question ne sera pas utile pour nous dans nos débats, donc si vous avez une définition de l'intérêt de l'enfant, j'aimerais Écoutez, ça. je vous invite à lire les écrits de Dr. Chicoine, de Joanne Lemieux. Un enfant n'a aucun intérêt à être séparé de sa mère à la naissance, à 10 jours, à 20 jours, à 30 jours, à 2 ans. Aucun intérêt. Cela crée un choc d'abandon. Ça a des conséquences sur l'adulte tout au long de sa vie. Nous avons d'innombrables études sur ce sujet. Nous n'avons pas besoin de recréer ces blessures et ces chocs d'abandon à des bébés québécois pour savoir ce que ça va donner. Tout est déjà documenté dans la littérature, en psychologie, dans la littérature sur l'adoption médicale, etc. Donc, vous avez des gens qui sont beaucoup plus susceptibles de se suicider. Au Danemark, une étude danoise va dire que 17 % de ces enfants-là, il y a 17 % de plus de suicides des adolescents séparés de leurs parents, de leur mère, parce que, bon, c'est sûr que le père, il y a toujours une présomption, mais on va dire séparés de la mère. Il y a des problèmes médicaux extrêmement importants. Ils ne vivent pas l'abandon de la même manière que les autres personnes parce qu'ils ont déjà été abandonnés. En plus, ces bébés de la GPA sont souvent abandonnés plusieurs fois parce qu'ils sont abandonnés à la naissance, mais il y en a beaucoup qui restent dans les limbes, coincés, que ce soit en Géorgie, en Ukraine, au Kenya, ici. Je pense qu'il y a un bébé de la GPA qui était destiné à des clients français qui est resté au Québec pendant 2 mois. Donc, il a été abandonné plus tard. Il y a des enfants qui sont dans crèche et en orphelinat qui sont abandonnés à plusieurs reprises. La littérature va nous dire encore une fois que plus un enfant est subi de nombre d'abandons, plus le traumatisme est grand. Alors oui, l'intérêt de l'enfant, il n'est jamais d'être séparé de sa mère qui l'a porté. Merci beaucoup. Et comme disait Michel, il Monsieur le n'est député, certainement pas l'intérêt le temps va d'être rapidement. vendu... Désolé, il faut que les réponses soient plus courtes, s'il vous plaît. Excusez-moi. Jean Lesage. Allez-y. Est-ce que les études auxquelles vous faites référence qui montrent les conséquences négatives d'un point de vue psychologique sur le développement de l'enfant, qui sont issues de GPA, est-ce que vous pourriez les déposer à la commission, par exemple? Alors, ce ne sont pas des études sur des cas de GPA. Les enfants sont trop petits. Ce sont des bébés actuellement, parce que c'est une technologie tout à fait récente. Les études sont faites sur des enfants qui ont été séparés de leur mère, ce qui est exactement la même chose. Un enfant de la GPA, il est séparé de sa mère. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Vous faites référence à des cas, par exemple, d'adoption? De sa mère porteuse. Je veux dire, l'enfant par GPA, est-ce qu'on s'entend au moins sur les faits qu'un enfant produit par GPA est séparé de sa mère porteuse? Oui, je comprends. Mais les études, dans le fond, ne portent pas sur ça, celles dont vous parlez. Elles portent sur la séparation mère-enfant. Dans quel contexte? Moi, j'aimerais... Quel que soit 1 minute 30 secondes, si vous voulez y aller, oui. J'aimerais que vous avez sûrement consulté l'étude du Conseil du statut de la femme qui dit « Nous avons tellement pas de données. » Et c'est là qu'on demande principe de précaution. Parce que vous parlez des droits des enfants, on parle des droits des enfants, mais souvent individuellement. Mais le droit des enfants collectif de ne pas devenir des marchandises, il suffit dans notre mémoire, vous allez trouver une adresse de Canam et de tout le restant, là, vous irez voir. Eh bien,
si vous allez voir, vous allez pouvoir commander un bébé et l'ajouter au panier comme un produit d'Amazon. C'est là-dedans qu'on s'en va. Et le moindre question éthique devrait questionner le droit collectif et la dignité, le droit à la dignité des enfants, de l'ensemble des enfants. Est-ce qu'on peut en faire un produit, une marchandise? Non, nous disons. Et la même chose, instrumentaliser le ventre d'une femme parce qu'on n'a pas vu de cas de femmes riches qui portent des enfants. Mais on voit des femmes qui ont des besoins économiques et qui portent des enfants. De sorte que s'illusionner que c'est le consentement éclairé puis gratuit, c'est un leurre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la députée de Vaudreuil. Oui, merci, M. le Président. J'ai pris connaissance de votre mémoire, 12 recommandations. J'ai entendu aussi là, vos points de vue, les propos que vous avez là, pour compléter là, les différentes réponses. Moi, tout est clair pour moi, donc j'aurais pas d'autres questions. Je vous remercie d'être passé parmi nous. Je vous remercie d'avoir partagé l'expérience aussi au niveau de l'adoption. Donc, merci. Alors, à mon tour de vous remercier d'avoir été avec nous cet après-midi. Sur ça, je suspends les travaux quelques instants. Merci.